Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de la série consacrée à l'auto-guérison. Aujourd'hui, on va parler des croyances pour faire le lien avec le stress et le système nerveux, thème de la vidéo précédente. Alors cette fois, je vais à nouveau vous partager mon écran car j'ai mis en page mes notes. Voilà, je pense que ça marche. Alors comme je le disais, dans cette vidéo, on va parler des croyances, on va parler du fait qu'on peut les choisir et qu'en 2026, je vous invite à choisir la vitalité et le bonheur parce que oui, c'est un choix, enfin, je le crois. En tout cas, donc si tu te sens bloqué dans des aspects de ta vie, que ce soit parce que tout ce que tu essayes ne fonctionne pas ou parce que tu peines à passer à l'action, malgré une envie, vraiment une grande motivation, je pense qu'il y a le cas quand on est malade, comme moi, je vais toujours tourner autour du thème de la maladie et de la guérison, mais c'est valable pour tous les blocages et toutes les souffrances, évidemment. Donc généralement, c'est pas parce qu'on manque de volonté. Personnellement, j'ai essayé des techniques de coaching, parfois un peu musclées, et ça n'avait pas d'effet sur moi. On m'a souvent dit que j'étais pas coachable, et en fait, je me suis rendu compte que mon système nerveux était profondément dérégulé, et que surtout j'entretenais des croyances qui n'étaient pas du tout à mon avantage. Et donc, j'ai approfondi cette piste-là. Et c'est ce que je sais, pardon, ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, généralement, ça n'est pas un problème de volonté. C'est au niveau vraiment profond du système nerveux et du subconscient. On trouve des solutions durables. Donc, comme je le disais dans cette vidéo, on va parler de la source de notre souffrance et de nos blocages, de pourquoi ça passe une nouvelle fois par le corps, comme la régulation du système nerveux. Et on va aussi voir quoi faire pour changer nos automatismes en profondeur. Donc on a vu la dernière fois que le système nerveux autonome est le chef d'orchestre de toute notre biologie euh, et qu'il traite en permanence une énorme quantité de signaux internes et externes pour répondre à une question fondamentale, c'est suis-je en sécurité ou en danger là, maintenant? C'est vraiment son niveau de lecture. Et selon la réponse, il active des mécanismes de défense et de survie ou des mécanismes de digestion, de réparation, de croissance, de régénération. Ce dont on n'a pas parlé, c'est de comment le système nerveux détermine si un signal de l'environnement est en danger ou un signe de sécurité. Et la réponse, ben, c'est à travers nos croyances. Euh, le système nerveux nous fait expérimenter notre réalité et le subconscient contient les programmes qui déterminent le fonctionnement du système nerveux, en fait. Donc, quand je parle de croyances, je parle pas d'opinion conscient du type je crois en ça ou je n'y crois pas. Je parle vraiment des programmes inconscients, donc qui ne sont ni des opinions, ni des idées conscientes, ni des pensées volontaires, mais de nos programmes neuropsychobiologiques incarnés. Ça se passe au niveau cellulaire, réellement. Nos cellules, on va le voir, euh, ont une membrane intelligente. Enfin, ça, on va pas le voir. C'est Bruce Lipton qui le dit. J'en parlerai probablement dans une autre vidéo, mais en tout cas, elles communiquent entre elles. Elles émettent des signaux euh, et reçoivent des signaux, et ça permet vraiment à tout l'organisme de coopérer et de communiquer. Donc, ces croyances ou programmes agissent comme des filtres de perception. Elles donnent un cadre au système nerveux pour interpréter, pour donner un sens à son environnement et pour savoir si on est en danger ou en sécurité. Pour le système nerveux, une croyance, c'est une vérité. Qu'elle soit objectivement vraie ou non, euh, quand elle est intégrée,
le système nerveux la considère comme absolument vraie et agit en fonction d'elle. Donc, en d'autres mots, les croyances sont subjectives. Euh, et voilà, maintenant, elles sont absolument, je ne sais, j'avais une autre idée qui m'a échappé. Euh, Elles sont subjectives, elles sont modifiables. Voilà, je ne retombe plus sur l'idée que je voulais développer. C'est pour ça que je prends des notes, a priori, pour essayer de pas trop me perdre, mais voilà, malgré tout. Donc, le système nerveux ne cherche pas la vérité absolue. Il cherche la sécurité, mais selon sa propre grille de lecture. Euh, donc voilà, les croyances sont des filtres de perception. On en a absolument besoin pour évoluer dans le monde. Je vais le développer. Mais ce qu'il faut savoir, ça je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, les événements, eux, sont fondamentalement neutres. Ils ne sont polarisés que quand ils entrent en interaction avec des perceptions. Mais donc les perceptions du corps qui font que chaque événement, chaque stimulus est teinté. Pour le corps, quand il entre en interaction avec le corps et le système nerveux, il n'est plus neutre. Et cette interprétation, elle déclenche une cascade biologique que j'appelle la boucle automatique corps-croyance. Donc, selon moi, voilà comment ça se passe. Dès qu'un stimulus est perçu, le corps l'interprète de manière inconsciente. Donc, on l'a vu, son filtre, c'est est-ce égal à de la sécurité ou à du danger. De là, le système nerveux s'active, soit en réponse parasympathique de lutte, fuite, ou sympathique, j'ai dit, sympathique, lutte, fuite, ou parasympathique, figement, ou alors si c'est de la sécurité, euh, en, en vagal ventral, donc en sécurité, en réaction plutôt neutre. Des hormones sont libérées. C'est là que naît l'émotion primaire, les sensations corporelles. Seulement là, le cerveau interprète de manière consciente et fait survenir des pensées sur base desquelles on va prendre des décisions et réagir. Euh, on est en mode automatique environ dans notre 5% du temps. C'est des chiffres qui sont cités. Il n'y a pas de réelle quantification, mais c'est ce qui revient souvent. Nos comportements vont avoir des conséquences qui, elles-mêmes, à leur tour, vont devenir des nouveaux stimuli. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, la vie s'obstine à nous représenter les mêmes situations, à nous faire revivre les mêmes choses. Ça s'explique par le fait que ben, on interprète tout euh, par d'abord de manière inconsciente et que tant que notre cerveau est câblé avec ses voies neuronales, avec ses systèmes de croyances, ben on réagit de la même manière. Et donc changer ses croyances, c'est changer la manière dont on voit le monde et donc sa réalité. Quand vous entendez des gens dire voilà, vous pouvez créer votre réalité, c'est en créant de nouvelles voies neuronales sur base de nouvelles croyances. Et donc le résultat que vous obtiendrez sera différent. Et si vous le faites de manière consciente, ben normalement il devrait correspondre à ce que vous voulez. Euh, pour vous expliquer un peu cette boucle au sujet des émotions, donc Antonio Damasio a démontré que les émotions émergent d'abord du corps. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le cerveau qui crée une émotion consciemment et puis qu'on ressent par la suite dans le corps, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est d'abord des signaux corporels qui émergent et puis la conscience qui les interprète. Et donc là, si la signification de ce qu'on vit est attribuée, enfin, via une sensation. Euh, et ça permet de confirmer que la croyance intervient en premier parce que la, la biochimie, donc les neurotransmetteurs et les hormones qui sont sécrétés
En cas de peur ou d'excitation, est la même, la biochimie est la même. Et donc, ce qui permet d'orienter la réponse, enfin, l'interprétation qu'on en a, c'est justement la croyance. Donc, ça prouve bien que elle intervient avant l'émotion. Donc, les croyances modulent donc la traduction consciente du vécu corporel. Et cette intelligence n'est pas uniquement dans la tête, elle est répartie dans tout le corps. Ça, c'est Candace Pert qui a démontré ça et qui le montre très bien dans son livre Molecules of Emotion. Euh, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, c'est de l'information qui circule dans tout le corps et qui relie esprit et matière. Voilà, l'esprit n'est pas localisé uniquement dans la tête. Les émotions sont un langage cellulaire qui traduisent l'état de cohérence entre nos croyances, notre environnement et notre vécu. Et donc le mental, en effet, peut influencer le corps, mais le corps informe d'abord en permanence le mental. Je recite encore Gabor Maté qui nous apprend que les émotions permettent de déterminer le soi du non-soi, qu'elles sont le pendant du système immunitaire, et qu'elles peuvent nous signaler l'alignement ou la rupture avec l'intégrité de l'organisme. Et en théorie polyvagale, on dit que l'histoire suit l'état. Donc, si vous vous souvenez de ma petite boucle, les pensées interviennent seulement après l'activation du système nerveux, la libération d'hormones et l'émergence de l'émotion. Et on démontre très bien en théorie polyvagale qu'en fonction de l'état d'activation du système nerveux, donc sympathique ou parasympathique, on a une vision du monde qui est complètement différente. C'est un petit exercice à faire pour ça qui est assez sympa et qui le démontre totalement. Alors, on voit dans ma petite boucle de nouveau que il y a deux niveaux d'interprétation, donc vraiment au niveau inconscient, cellulaire, et puis au niveau plus conscient. Donc, j'en conclus donc qu'il y a deux niveaux de croyances. Les croyances implicites qu'on forme généralement, qui sont préverbales. Donc des croyances qui sont instaurées avant qu'on sache parler, dans la toute petite enfance, même in utero, a priori. C'est à peu près inutile d'essayer de les verbaliser et de mettre des mots dessus. D'ailleurs, on n'en a pas besoin pour changer ses croyances, donc rassurez-vous. Mais on les ressent. On peut les voir en observant notre vie parce qu'elles s'expriment via notre système nerveux autonome, nos émotions, nos sensations corporelles, nos automatismes, les comportements. Vous savez, ceux on se dit c'est plus fort que moi. Je sais que je devrais faire autrement, mais j'y arrive pas. Et ça, c'est parce que on a ces automatismes ancrés dans notre subconscient qui est beaucoup plus puissant que notre volonté consciente. Donc, elle précède la pensée consciente, elle déclenche une réponse physiologique avant toute interprétation mentale. Et alors, on a les croyances explicites. Ça, c'est les interprétations conscientes qu'on a des choses, donc les idées qu'on peut avoir sur ce qui est sain, juste, souhaitable. Elles traduisent aussi les normes auxquelles on adhère, et elles peuvent, soit, ces croyances conscientes, être compatibles avec nos croyances inconscientes ou entrer en conflit avec elles. Lorsque ces deux niveaux de croyances sont alignés, donc quand l'énergie peut circuler sans obstacle pendant tout le cycle corps-croyance, eh bien, généralement, cela procure vitalité, épanouissement. Mais par contre, quand elles sont désalignées, que notre volonté consciente entre en conflit avec ce qui est inscrit dans notre subconscient, euh, là, on va avoir très dur à atteindre ces objectifs parce que c'est, de nouveau, encore une fois, le subconscient
qui l'emporte, vu sa puissance de traitement. Donc on peut observer la nature de nos croyances en observant notre vie. Et quand quelque chose nous fait souffrir de manière répétée, qu'on a des blocages, des conflits internes, c'est probablement, même certainement, le signe que il y a une incompatibilité entre nos désirs conscients et nos programmations subconscientes. Mon dada, c'est la nutrie. Euh, donc, enfin, moi, je l'observe particulièrement bien à ce niveau-là, que un aliment n'est jamais biologiquement neutre, donc il est tout de suite interprété par le corps, même que ce soit au niveau cellulaire. Euh, il peut être associé à un danger à cause d'un contexte émotionnel passé. Il peut être mal toléré parce que les capacités digestives sont altérées ou ne pas être bien assimilé euh, à cause d'un état de dérégulation du système nerveux. C'est le système nerveux qui gère toute la fonction de digestion et d'assimilation, ou simplement ne pas être fait pour être ingéré. Malheureusement, on mange beaucoup de cette catégorie-là, de choses qu'on prend pour des aliments et qui n'en sont pas. Euh, et dans ces situations-là, c'est pas que le corps est cassé ou faible, c'est juste que lui, il est tributaire de ses filtres, et que si au niveau cellulaire, il y a une croyance qui donne la perception que cet aliment est un danger, ça va générer une réponse de stress, comme des intolérances, des allergies. Et ça, c'est un exemple que je voulais quand même vous citer. Euh, j'ai participé, enfin, je suis facilitatrice psyché. J'ai participé à plusieurs ateliers, dont l'atelier santé optimale et bien-être. Et j'ai assisté à la résolution d'une allergie de type IgE, donc vraiment une allergie franche à la carotte, en 10 minutes. C'est une personne qui ne pouvait plus manger de carottes depuis des années et qui devait se trimballer en permanence avec un épipène euh, en cas de pouvoir se sauver en cas de choc anaphylactique. Et en 10 minutes, l'instructeur a réussi à résoudre, enfin, non, c'est pas l'instructeur ni le facilitateur qui résout, c'est le corps, c'est le système nerveux. Mais en tout cas, cette personne a suivi le protocole qui est indiqué après pour réintroduire l'aliment qui pose problème. Et je, je suis toujours en contact avec elle. Elle me l'a dit de vive voix, elle remange de la carotte parce qu'on a été changer la perception de stress qui était liée à son allergie. Donc, si c'est pas merveilleux, j'avoue que je suis contente de l'avoir vécu. Donc, un petit mot sur la manière dont se forme notre système de croyances. Ça se passe très jeune. On est sans aucun a priori face au monde qui nous entoure. On aurait a priori qu'un tiers de nos connexions neuronales formées à la naissance, câblées. Donc ça nous laisse beaucoup de liberté pour devenir fonctionnel dans l'environnement dans lequel on vit. En tant qu'humain, il y a énormément de différences culturelles, même climatiques, par rapport, enfin liées à l'endroit où on est dans le monde, et tant d'autres. Et donc ça nous permet de nous adapter assez finement. Jusqu'à 7 ans, on absorbe euh, l- ce qui est dans notre environnement, donc et ça par observation. C'est pas intellectuel, c'est pas mental. On est façonné par l'environnement émotionnel, par notre environnement émotionnel, par les croyances implicites et explicites des adultes qui s'occupent de nous. Donc leurs peurs, leurs certitudes, leurs interdits, leurs injonctions, qui sont, comme on l'a vu, les croyances sont toutes subjectives. Hein, donc, mais voilà, nous on a absolument besoin des adultes pour survivre, et donc on se calque sur eux pour être en phase. Dans un environnement qui est sain, ça fonctionne bien. Dans un environnement qui n'est pas
propice à la santé et à l'épanouissement, bah, ça peut poser des problèmes. Et alors, ça dépend aussi de la sensibilité individuelle de chacun. Donc, deux enfants évoluant dans un même environnement auront deux systèmes de croyances différents. Parce que en fonction de sa sensibilité, de ses affinités, il y a des circonstances qui vont nous marquer plus que d'autres. Et c'est ça qui fait toute la diversité des systèmes de croyances qui existent dans le monde. Ce que le corps veut savoir, ben, c'est toujours la même chose. Est-ce que le monde est sûr? Donc, suis-je en danger ou en sécurité? Est-ce que je suis accueillie? Est-ce que je peux être moi-même? Ça, c'est vraiment un des grands curseurs qui façonnent nos croyances. Est-ce que mes besoins comptent? Euh, voilà. Est-ce que je suis compris? Est-ce que je suis important? Et donc, c'est comme ça que sans aucune volonté consciente, on façonne notre regard du monde. Donc, je le redis, on absorbe et on imprime. Euh, sans, sans discernement, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais en tout cas, on n'a pas la même capacité de discernement avant 7 ans que quand on est adulte. On est on a une pensée critique qui est euh, moins vive, on va dire. Et donc, c'est l'hypnothérapeute Mary Sapir qui dit, d'abord nous façonnons nos croyances, puis ce sont elles qui nous façonnent. Et je pense qu'elle ajoute, d'où l'intérêt d'en choisir de puissantes, donc ce qu'elle veut dire par là, des croyances qui nous supportent. Donc jusque 7 ans, on absorbe, et puis après, on répète par automatisme. On n'a plus besoin d'un parent qui va nous dire ce qu'on doit faire ou nous faire des remarques. On devient notre propre autorité. Il y a même des gens qui disent notre propre bourreau dans le cas où on aurait eu un parent qui nous aurait répété que ça n'est jamais assez bien, voilà. Ça, après, ça, on n'a plus besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous le dire. Euh, on fait tourner le disque en boucle tout seul. Voilà. Et donc, réflexion très importante, je trouve, qui mériterait une vidéo entière. Si les perceptions des adultes qui nous entourent sont inexactes, euh, eh bien, ben, ça nous donne un système de croyance qui risque de ne pas nous permettre de nous épanouir. Et s'ils sont émotionnellement indisponibles, on risque fort de d'engrammer en nous que nos besoins ne comptent pas ou qu'on n'est pas accueilli, qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Donc c'est très important. Que ce serait très important que les adultes développent leur intelligence émotionnelle. Alors pourquoi est-ce que nous avons un système de croyance? Ça peut sembler tellement précaire et aléatoire, vu que les croyances sont subjectives et qu'on peut absorber n'importe lesquelles sans discernement. Euh, c'est simplement parce que on ne peut pas traiter de manière consciente tous les stimuli auxquels on est exposé en permanence. A priori, les chiffres que j'ai trouvés, on serait 11 millions de bits par seconde de stimulation, alors que consciemment, on ne peut traiter que 50 bits par seconde. Donc, il a fallu trouver une manière d'automatiser le tri de tous ces signaux, sans quoi aucune action rapide ne serait possible et on dépenserait toute notre attention et notre énergie à analyser les signaux autour de nous. Ce serait juste pas possible. Euh, donc, le système de croyance, il est vital. Il nous sert à compresser l'information et à nous adapter rapidement. Et il permet aussi de prioriser. Enfin, là, de nouveau, il y a tout un mécanisme cérébral qui permet de trier l'info. Mais globalement, c'est via nos croyances. Peut-être que je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Donc, on ne cherche pas à savoir la vérité absolue, si tant est qu'elle existe, ce dont je ne suis pas certaine, mais juste une vérité fonctionnelle, juste à pouvoir fonctionner de manière sécure dans un environnement donné, quel qu'il soit.
sain ou malsain, peu importe. Ce qu'on cherche, c'est la survie dans l'instant. Donc c'est pas un bug, c'est une nécessité biologique, c'est pas une faiblesse. Mais ça a une conséquence majeure, on réagit pas aux événements eux-mêmes, mais à l'interprétation que l'on en a. Donc ça me paraît plutôt important de s'intéresser à notre système de croyance. Parce que, d'autant plus que ce qu'on croit possible influence la physiologie. Euh, Pendant longtemps, on a cru qu'il était physio- physiologiquement impossible pour un humain de courir un mile en moins de 4 minutes. Euh, le corps médical et scientifique étaient persuadés de ça. Par hasard, en 1954, Roger Bannister, un coureur, l'a fait. Et enfin, c'était une journée complètement improbable pour lui, mais il pensait que ça allait être la pire de sa vie et finalement il a battu un record historique. Et ce qui est fascinant, c'est que par la suite, dans les mois qui ont suivi, son record a été pulvérisé à plusieurs reprises. Donc on est d'accord que le corps humain n'avait pas changé. C'est la croyance sur le fait ce qui était possible ou non qui a changé. Et c'est le facteur qui a rendu possible cet exploit physique. Donc je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tant qu'on croit que c'est impossible, eh ben oui, c'est impossible, mais ça ne veut pas dire que ça l'est, que ce soit la vérité. En médecine, on connaît fort bien l'effet placebo, euh, qui veut que quand une personne croit profondément qu'un traitement va l'aider, le corps peut activer des véritables mécanismes de guérison. Je vais souvent citer en exemple l'expérience de Bruce Moseley, un chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une étude en 2002. Il a séparé sa cohorte en trois groupes. Un groupe sur lequel il a pratiqué une réelle chirurgie du genou, donc ce qu'il faisait habituellement. Un deuxième groupe qui a reçu juste un lavage articulaire. Et un troisième groupe qui a subi une opération simulée. Donc, il a réalisé les incisions classiques et toute l'équipe du bloc simule une opération réelle que les patients ne puissent pas identifier le groupe le groupe dont ils font partie. Et ben, ce qui les a bluffés, c'est que les trois groupes ont eu des résultats similaires, des améliorations équivalentes. Et donc, je cite ce chirurgien qui a confié: «Mes talents de chirurgien n'ont été d'aucune utilité. Les bénéfices observés sont entièrement attribuables à l'effet placebo.» Voilà. Je trouve que c'est un exemple hyper parlant. Pour moi, c'est plus à prouver. Euh, et on s'en sert d'ailleurs normalement d'un groupe placebo dans toutes les études sérieuses. Donc, il y a bien une raison. À l'inverse, il existe l'effet nocebo. Donc, quand on est convaincu en fait que quelque chose va nous faire du mal, ben, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Alors, pour moi, c'est pas la pensée directement qui rend malade, mais c'est la réaction de stress qu'elle va susciter. Et on a bien vu dans la vidéo sur le stress à quel point le stress chronique est délétère. Euh, on a a priori environ 66 000 pensées par jour qui se répètent de jour en jour pour une grande majorité. Et enfin, pour moi, d'où l'intérêt de remettre en question nos pensées, d'autant plus qu'elles ne sont pas absolument vraies, qu'elles sont basées sur nos croyances, et que on anticipe beaucoup de choses négatives qui n'arriveront jamais, et on dépense une énergie dingue à ça. Voilà, donc pour résumer, l'effet placebo-nocebo est donc l'expression biologique directe de croyances conscientes qui s'appuient sur des croyances incarnées plus anciennes. Alors, une chose qui me paraît aussi très importante, c'est pourquoi faire tout bien ne suffit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que
En tout cas, ça a été mon cas aussi. On met beaucoup d'énergie parfois à essayer de faire les choses bien et on ne voit pas réellement d'amélioration. Alors pour moi, il y a deux situations qui expliquent ça, deux cas de figure. C'est que on fait quelque chose d'objectivement juste dans le sens qui devrait nous faire du bien, mais le corps l'associe encore à un danger. J'ai choisi l'exemple du repos parce que moi, personnellement, mon état dominant, mon état d'activation dominant du système nerveux, c'est l'état sympathique, le mode de réponse au danger. Et donc, pour moi, s'arrêter, se reposer, sans mettre de mots consciemment dessus, je peux très bien ressentir que mon corps n'est pas à l'aise de le faire. Quand on est en état sympathique, on a besoin de générer de l'énergie pour pouvoir faire face à un potentiel danger de mort. Et donc, pour le corps, il est vraiment pas temps de s'asseoir et de flâner. Donc, c'est un état qui épuise et paradoxalement, c'est un état qui nous rend plus ou moins incapables de nous reposer. Donc, il faut aller réguler ça en profondeur dans le corps. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est qu'on fait quelque chose qu'on croit juste, mais qui ne correspond pas aux besoins réels du corps. C'est là que entre en jeu la capacité inhibitrice de notre cortex préfrontal, qui est très utile quand on écoute les feedbacks du corps. C'est elle qui va nous permettre d'enclencher le changement, mais il faut être vigilant à ne pas nier ces signaux corporels. Dans l'alimentation, c'est souvent le cas. Il y a énormément de fausses croyances liées à l'alimentation saine. Déjà, l'alimentation ne devrait pas être standardisée. Les conseils alimentaires standards ne devraient pas exister, pour moi. On a tous une biochimie différente, on va pas être ressourcés par la même chose. Il y a des gens qui ont un profil qui ne métabolisent pas bien les végétaux, qui s'obstinent à manger très végétarien et qui se font du mal. Voilà, comme je disais, chaque événement est neutre. Il y a des réalités physiologiques euh, qui ne peuvent pas être remplacées par des réalités idéologiques. Même si je ne nie pas le mal qu'on fait aux animaux, il y a des gens qui ont absolument besoin de manger de la viande. C'est tout un système qui est à revoir, et surtout du gras animal, soit dit en passant. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, ça c'est certain. Et donc dans les deux cas, le stress persiste et donc on reste dans notre accoutumance au stress chronique et en mode défense et donc ben, on ne peut ni bien digérer, ni bien assimiler, ni se nettoyer ou se régénérer, et on n'est pas en mode anabolisme, donc c'est plus difficile de changer ses croyances quand on est en réponse de stress, parce que la biologie n'est pas configurée pour la croissance ou le changement. Encore une fois, pour le corps, on est en danger de mort, donc évidemment c'est une priorité biologique absolue. Voilà, donc de nouveau, manger sain, réguler son stress, c'est pas toujours suffisant si on a un système de croyances qui n'est pas compatible avec notre biochimie, notre unicité. Et quand il y a un conflit entre ce qu'on veut consciemment et ce qui est programmé inconsciemment, ce qui est biologiquement admis, ben, c'est toujours le programme qui gagne. Donc, je pense sincèrement que tenter de changer des comportements par la volonté uniquement ne suffit pas toujours, surtout quand on est voilà dérégulé au niveau nerveux et on nous a énormément appris à réprimer nos sensations, nos émotions, alors que 80% des informations qui transitent par le nerf vague vont du corps vers le cerveau. Donc, et comme on l'a vu dans la boucle corps-croyance, les informations viennent du corps, sont interprétées par le cerveau, qui est censé offrir une réponse adéquate euh, pour répondre aux besoins du corps, pas lui dire écoute c'est pas le moment, là on va continuer
à, à ce qu'on faisait parce que ce que tu me demandes, c'est pas bien, je sais pas bien perçu par la société. Je ne peux pas y accéder, c'est pas possible parce que parfois on a des croyances que c'est pas possible, alors que avec très peu de d'adaptation, ça le serait. Euh, donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'intention consciente, c'est ce dont on a besoin pour amorcer le changement de croyance, car oui, elle peut influencer la biologie. Quand quand le cerveau décide, généralement le corps écoute, même si c'est à son détriment. Votre corps, c'est vraiment votre meilleur ami, le plus patient et le moins rancunier, parce que dès le moment où vous vous mettrez à le réécouter un tant soit peu, il fera tout ce qu'il pourra pour accéder à vos désirs. Il y a juste parfois certains cas de figure où on est allé trop loin, ce qui était mon cas, et où le corps a vraiment noyé et il faut lui donner un coup de main d'abord. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que je crois indispensable pour actualiser ses croyances. Donc d'abord une intention consciente. Grâce à la capacité d'auto-observation de notre esprit conscient, on peut identifier les automatismes qui nous desservent, qui nous font souffrir. Euh, une question fondamentale à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je veux à la place? Euh, Comme je le disais, juste se contenter de réguler, enfin d'éviter le danger, d'éviter la souffrance et l'inconfort, c'est une chose, mais ça ne va pas vous permettre de vous épanouir. Il faut vraiment consciemment déterminer ce qu'on veut. Et ça demande d'être dans un état de sécurité. Quand on est en réponse de stress, la physiologie n'est pas orientée, créativité, tout simplement pas orientée vers l'avenir. Euh, le corps se croit en danger de mort maintenant. Donc commencer à rêver à son futur, c'est très difficile quand on est dans cet état physiologique parce qu'on va à l'encontre de sa biologie. Donc ça demande de réguler un minimum son système nerveux pour accéder à l'état de sécurité et à tout notre potentiel créatif et imaginatif. Euh, et alors, quand vous- l'idée, c'est d'imaginer ce qu'on veut sans censure. En anglais, on dit to be delusional, c'est être délirant en traduction littérale. Mais donc, ça veut dire ne pas se limiter. Et quand vous allez visualiser des conditions de vie idéales, il y a de grandes chances que il y ait des pensées qui se manifestent pour vous convaincre que c'est pas pour vous, que c'est pas possible, que c'est trop. Ces pensées, on l'a vu, elles sont basées sur votre ancien système de croyances. Et on peut par contre donner au corps ce qu'il veut. Lui, il veut se sentir en sécurité avec ses perceptions. Et comme il ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine, même ce qui est fictif, quand on voit un film, on le vit réellement, biologiquement, on utilise des ressources. Euh, et donc, il ne fait pas la différence avec ça et ce qui est réel. C'est génial parce que du coup, tout ce qu'on imagine et ce qu'on visualise, le corps le croit vrai. Et donc, on peut l'entraîner à se sentir en sécurité avec des perceptions qu'on voudrait avoir, donc de nouvelles croyances qui nous seraient utiles pour créer la vie dont on a envie et pour s'épanouir et pour être en santé aussi. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faut y aller à fond sans se limiter? C'est parce que l'intensité émotionnelle que ces visualisations vont générer vont permettre d'accélérer le processus d'établissement de nouvelles voies neuronales et aussi générer une motivation naturelle sans pareil. Et alors, mais ça, tout le monde le sait, je pense. Ce qui permet de changer ses habitudes et d'adopter de nouveaux comportements définitivement, c'est la répétition. Donc, visualiser, entraîner son système nerveux,
lui permettre d'apprivoiser euh, ce qu'on voudrait installer dans notre vie, ce qu'on voudrait vivre. C'est indispensable pour y parvenir, pour créer ça. Petit conseil supplémentaire, donc on a bien parlé de changer ses croyances subconscientes, donc celles que parfois on ne peut même pas verbaliser, si on les a engrammées dans l'air préverbal. Donc l'idéal, c'est de le faire à des moments où le subconscient est plus accessible, où nos ondes cérébrales se rapprochent de celles que l'on avait été enfant. Et ces deux moments clés, c'est au réveil, donc j'ai mis le matin, mais je pense que c'est dans toutes les phases de réveil, ou le soir avant de s'endormir. Quand on est un peu somnolent, juste avant de s'endormir, on est en onde θ et donc c'est beaucoup plus facile de parler à notre subconscient. Donc voilà, cette question du choix. Je pense réellement qu'on peut choisir nos croyances et créer intentionnellement sa vie. Euh, une chose qui est indispensable, c'est d'avoir de la compassion, enfin vis-à-vis de nous-mêmes et de nos automatismes, parce que c'est comme je le disais pour le système nerveux, ce sont des systèmes de protection qui nous ont sauvé la vie à un moment donné, euh, même s'ils ne sont plus adaptés aujourd'hui. La très bonne nouvelle, c'est que on peut les changer, à condition d'en avoir vraiment envie. Les croyances, on parle souvent de croyances limitantes et on les voit comme étant très péjoratives. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les croyances sont limitantes, même les croyances supportantes, par le simple fait que quand on croit à une chose, on se ferme, entre guillemets, la porte à tout ce qui n'est pas cette chose, à tous les opposés ou même tout ce qui est différent. Et on évolue dans une espèce de boîte mentale qui détermine ce qu'on croit possible. Mais ça, c'est pas notre job de s'inquiéter de ce qui est possible pour nous ou non. Notre job, c'est de se demander ce qu'on veut et, et d'entraîner son organisme, son système nerveux à se sentir en sécurité avec ça. Pour le reste, je pense que c'est l'univers qui s'occupe de gérer ce qui est possible ou non. Et donc, oui, je voulais un peu redorer le blason des croyances qu'on voit souvent comme limitantes et donc négatives. Voilà, voilà. Donc, en douceur, vous pouvez choisir la vitalité et le bonheur en 2026 pour changer votre perception du monde et surtout de vous-même. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je tourne cette vidéo quelques jours avant la fin de 2025. Euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se revoit en 2026.